La lutte contre l'immigration irrégulière est le défi majeur pour nos démocraties dans les années qui viendront, et ce dans toute l'Europe, pas seulement dans l'Union européenne, on le voit avec le Royaume-Uni, où ce sont les travaillistes qui font ces propositions-là, c'est-à-dire la gauche de l'échiquier politique. Et je crois que nous avons besoin, collectivement, droite comme gauche, dans nos pays, de retrouver le pragmatisme nécessaire pour mettre fin à cette fuite en avant migratoire qui a mis en danger le tissu social de nos pays. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs au Parlement européen, puisque je suis moi-même rapporteur pour mon groupe sur le règlement retour, c'est-à-dire le règlement européen qui va régir désormais les expulsions de personnes en situation irrégulière. Depuis des années maintenant, c'est l'un des grands problèmes de l'Europe, qu'elle rend les États impuissants. Le droit européen, et notamment la directive existante sur les retours, empêche les États d'expulser. Et donc il faut renverser cette logique. Donc vous diriez que la France est plutôt impuissante? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais c'est le cas dans toute l'Union européenne. En Europe, les décisions de retour, c'est-à-dire le fait que des étrangers en situation irrégulière se voient imposer une injonction de rentrer chez eux, ces décisions sont exécutées à hauteur de 20% en moyenne. C'est-à-dire que vous avez 80% dans toute l'Union européenne, 80% d'étrangers en situation irrégulière qui, lorsqu'on leur impose de rentrer chez eux, ne sont en réalité jamais reconduits. Et c'est ça qui conduit, encore une fois, à cette paralysie de nos États, et en France en particulier. Alors, la ministre de l'Intérieur britannique a déclaré « Notre générosité attire les migrants illégaux à travers la Manche ». Est-ce que c'est cette même générosité qui incite les migrants à traverser la Méditerranée pour venir en France ? Mais ce qui est absolument certain, c'est que le business des passeurs, aujourd'hui, dans le monde entier, et je pense notamment sur le continent africain, le business des passeurs, qui est en fait de la traite d'êtres humains, repose sur une seule et unique promesse. Si vous arrivez à mettre le pied en Europe, vous pourrez y rester indéfiniment et vous bénéficierez d'avantages absolument exceptionnels par rapport à ceux que vous vivez dans votre condition ordinaire ici, dans les pays d'où vous venez. Et c'est cette promesse-là que nous devons détruire. Parce que ce business des passeurs, en réalité, derrière les belles intentions, des belles âmes qui, sur les plateaux de télévision à Paris ou dans les capitales européennes, disent qu'il faut accueillir les migrants, en réalité, il y a derrière ces belles promesses une exploitation de la misère qui jette en enfer des gens par milliers et qui, dans nos pays, provoque, encore une fois, je le redis, une crise durable. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que l'immigration illégale est en train de détruire les fondamentaux de notre modèle social, de notre vie démocratique. Et c'est de cela qu'il faut aujourd'hui, à cela qu'il faut mettre fin de toute urgence. Nous sommes à 4 mois des élections municipales. Il y a un thème qui va être au cœur de la campagne, c'est celui de la sécurité. D'après un sondage exclusif IFOP pour la Tribune dimanche, la sécurité, c'est le sujet qui préoccupe le plus les Français avant les élections municipales. Regardez, pour 76% des personnes interrogées, la sécurité est devenue la priorité numéro 1. Est-ce que c'était une évidence pour vous? Les Français ont des raisons de se sentir de plus en plus en insécurité aujourd'hui? Mais bien sûr, il suffit de regarder les chiffres, les statistiques. Ce n'est pas juste un ressenti. Mais ceux qui parlent de sentiment d'insécurité, je crois, essayent seulement d'alimenter un déni de réalité qui est devenu intenable. Quand vous regardez l'explosion des chiffres de violence, des chiffres de vol avec violence, des chiffres il suffit d'ailleurs, au-delà des chiffres et des statistiques, de parler simplement des faits. Est-ce qu'on peut se souvenir simplement du week-end qu'on vient de passer pour ne pas aller trop loin? Est-ce qu'on peut se souvenir que hier, un enfant de 12 ans a été touché, peut-être mortellement, il est en train de se débattre aujourd'hui entre la vie et la mort par des dealers qui voulaient sa peau, que quelques heures avant, c'est un jeune de 20 ans qui militait contre le narcotrafic qui a été abattu à bout portant. Il suffit de regarder cette réalité quotidienne pour se rendre compte que oui, les Français ont raison de crier que l'insécurité est devenue leur première angoisse et qu'ils ont... c'est d'ailleurs la première mission, le premier devoir de l'État, la première responsabilité politique de garantir la sécurité. Mais alors pourtant, c'était la droite qui était aux commandes du ministère de l'Intérieur ces dernières années. Est-ce que c'est... ces dernières années, ces derniers mois, avec Bruno Retailleau. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis, mais... Voilà, la droite en moins d'un an, je pense, a montré effectivement ce que c'était qu'une politique de droite au ministère de l'Intérieur. La première chose... Donc il n'a pas eu assez de temps, justement, pour remettre de l'ordre. Ça consiste à ne pas nier la réalité, et il avait fait de ce rétablissement de l'ordre sa première et unique mission. Et la deuxième chose, c'est que en quelques mois, il aura eu le temps de faire des pas décisifs à la lutte, par exemple contre le narcotrafic, en faisant adopter une loi qui va rendre à l'État les moyens d'agir face à ce danger existentiel pour notre pays.
évidemment, Bruno Retailleau n'avait pas tous les moyens politiques d'agir parce qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais le fait est qu'on aura vu, avec son passage au ministère de l'Intérieur, et tous les Français l'auront constaté, qu'une politique de droite sur les enjeux de sécurité, c'est une politique qui refuse de s'aveugler et de parler de sentiments d'insécurité comme trop l'avait fait avant lui. Si on part du principe que l'insécurité n'a pas changé de degré, mais plutôt de nature, est-ce que les politiques publiques que vous appelez à être mises en œuvre doivent elles aussi changer de nature, et jusqu'où faut-il aller dans le renversement de table pour vraiment faire baisser drastiquement ce problème d'insécurité? Aujourd'hui, il faut que la logique soit renversée entre la protection des droits du délinquant et la protection de la société. On est là encore dans une situation proprement stupéfiante où vous avez en France aujourd'hui une majorité de peines qui sont prononcées avec un délai très long et une majorité de peines qui ne sont pas exécutées, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'une politique pénale sérieuse devrait faire. Je le dis d'ailleurs de ce point de vue-là, pas seulement comme élu, mais je le dis aussi comme professeur. J'ai eu la joie d'enseigner pendant des années et je vois à quel point notre système, notre doctrine pénale est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, pour être condamné à une peine effective, pour aller par exemple en prison, il faut déjà, sauf quand on est pour des raisons peut-être politiques dans le viseur de la justice, il faut déjà avoir été à plusieurs reprises condamné. Il faut être déjà multirécidiviste. Il faut s'être déjà installé dans une vie marquée par l'habitude de la violence. Et c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple le pédopsychiatre Maurice Berger dit, c'est l'exact inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait sanctionner à des peines effectives, prononcées rapidement dès le premier délit grave, pour faire en sorte que précisément celui qui vient de commettre un crime, de commettre un délit, comprenne la gravité de ce qu'il a fait et puisse avoir une chance de sortir de cette habitude de la violence dans laquelle sinon il finira par s'installer. Donc oui, il faut renverser complètement la logique de notre système pénal aujourd'hui, et ça veut dire une série de propositions que nous avons mises sur la table, que Bruno Retailleau a portées, que nous continuerons de défendre avec les Républicains avant l'élection présidentielle, parce que ce sera un sujet des municipales, mais ce sera surtout le grand sujet de l'élection présidentielle. Mais j'entends pas beaucoup votre famille politique, justement, parce que ce que vous dites, ça sous-entend des moyens pour la justice en grande augmentation. Bien sûr. J'en passe très souvent ce discours. On parle beaucoup de l'aspect répressif, on parle beaucoup de la construction des prisons qui effectivement sont nécessaires pour exécuter des peines, mais pour pouvoir juger les dossiers, c'est ça aujourd'hui dont on parle. On a besoin aussi de beaucoup plus de magistrats. Mais alors, vous avez parfaitement raison, et si vous nous faites la bienveillance d'écouter ce que nous disons, vous verrez que c'est ce que nous répétons depuis des années. La justice française est l'une des moins financées d'Europe. Par rapport à nos voisins allemands, nous dépensons 3 fois moins par habitant pour la justice. Et c'est évidemment un immense problème. C'est un problème du quotidien, d'ailleurs, pour beaucoup de Français qui, qu'ils soient coupables ou victimes, sont tous lésés par le fait que la justice aujourd'hui soit contrainte de mettre tant de temps à rendre à la fin une décision. C'est vrai aussi dans les affaires de la vie quotidienne qui peuvent lui être confiées. Donc oui, notre programme, notre devoir, notre défi, c'est, et nous le disons depuis des années, de faire en sorte qu'on dépense beaucoup moins dans l'État social, beaucoup moins dans la dépense sociale, qui est précisément celle qui constitue les pompes aspirantes dont parle le Royaume-Uni, celle à laquelle il faut mettre fin pour sortir de la spirale de l'assistanat, faire baisser la dépense sociale et rendre des moyens à l'État régalien. C'est la clé. Aujourd'hui, vous avez, c'est le paradoxe total, une situation aberrante dans laquelle on n'a jamais payé autant d'impôts, et si on suit ce qui se passe à l'Assemblée, on devrait en payer encore plus. On n'a jamais vu la dette autant s'aggraver. Et pourtant, on n'a jamais eu un État aussi faible sur tous les enjeux régaliens. Mais parce que police, justement, la justice, ministères, la sécurité. La dépense publique, c'est une chose, mais à l'intérieur de cette dépense publique, il y a les services publics. Et les services publics, eux, ne voient pas leur budget en augmentation. Et ça dépend lesquels. Encore une fois, le vrai sujet... L'éducation, la justice, tout à fait. La santé, par exemple. Ouais. Mais en revanche, la dépense sociale en France, elle atteint maintenant 34%. Oui, mais ce ne sont pas les services publics. Bien sûr, mais c'est aussi, d'une certaine manière, une dépense publique, c'est 34% du PIB aujourd'hui, c'est unique. La moyenne de l'OCDE, c'est 20%. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à lutter contre la pauvreté, que le pays est florissant, que personne n'est dans la misère? Certainement pas. On n'a jamais vécu un tel appauvrissement en France. Et pourtant, on n'a jamais mis autant d'argent dans la dépense sociale. Il faut donc sortir de cette folie. Il faut faire baisser massivement la dépense sociale et il faut investir là où les Français attendent que l'État soit fort aujourd'hui, c'est-à-dire précisément sur ces sujets essentiels, la sécurité, la justice, la santé, l'éducation, ce sont les enjeux sur lesquels les Français attendent aujourd'hui que l'État soit capable de répondre à des besoins fondamentaux. On a une école qui envoie du délabrement, on a un hôpital qui n'arrive plus à soigner correctement les gens, et surtout, vous le disiez à l'instant, on a une police, une justice qui sont en très grande fragilité malgré
l'ampleur des défis auxquels nous sommes Alors confrontés. justement, c'est dans ce contexte d'insécurité que Laurent Nunez a pris la parole. Regardez, le ministre de l'Intérieur veut armer toutes les polices. Il dit qu'il est très favorable à l'armement des policiers municipaux car ça donne un caractère dissuasif plus fort. Il faut que les policiers puissent se défendre lors d'attaques terroristes. Les maires sont libres de le faire ou pas, ça c'est ce qu'il rappelle. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'armement des policiers municipaux? Alors moi, je pense que le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison, pour une raison très simple aussi, qui est que, on le disait à l'instant, et Tugdual Denis le rappelait, la nature même de la violence a changé par rapport à ce à quoi des policiers municipaux pouvaient être confrontés il y a 30 ou 20 ans. Aujourd'hui, on est devant une violence qui est devenue de plus en plus intense, de plus en plus armée. Il suffit de se souvenir de la commémoration d'il y a quelques jours des attentats de Paris pour voir que des forces de police qui arrivent pour une première intervention peuvent être confrontées désormais à des actes terroristes commis avec des armes lourdes. Et donc, il faut que les policiers municipaux puissent être, ne serait-ce que protégés, et puissent protéger les Français face à la réalité de cette délinquance. La seule chose à laquelle il faut qu'on soit tous très vigilants, c'est que la police municipale ne doit pas être la simple... le vecteur d'une mission de sécurité publique qui ne serait plus assurée par l'État. Et ça, c'est le risque aujourd'hui. Il faut que l'État réinvestisse dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, dans la sécurité qui est sa mission fondamentale, et ne pas se décharger sur les mairies, sur les collectivités locales, d'une mission qui lui appartient et qui doit rester la sienne. C'est vrai qu'on voit souvent des municipalités qui investissent massivement dans leur police municipale et qui, résultat, voient leur dotation de police nationale baisser. Après, je me permettrai d'ajouter qu'il y a une question quand même sur l'armement des policiers municipaux. C'est bien d'armer les policiers municipaux, mais est-ce qu'ils peuvent se servir de leurs armes? C'est ça aussi, quand même, aussi aujourd'hui le problème, c'est qu'on a des policiers... Il faudrait mettre en place une formation également. Non, mais c'est surtout que... Le cadre légal. Un cadre légal, et c'est-à-dire que les policiers, si vous voulez, aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils doivent réfléchir à 12 fois avant d'intervenir de telle ou telle manière, et l'intervention ultime qui étant l'utilisation de leur arme feu est quelque chose qu'ils autocensurent énormément. Donc on a quand même des policiers, si vous voulez, qui se font tirer dessus au cassé et qui n'osent pas répliquer parce qu'ils savent qu'il y a une atmosphère dans la société qui fait qu'on n'est pas toujours derrière eux. Il y a l'extrême gauche qui parle de violence policière, il y a des associations... C'est même pas, si je peux me permettre, c'est même pas seulement l'extrême gauche, souvenez-vous le policier qui a ouvert le feu sur le jeune Naël qui avait commis un refus d'obtempérer. Ouais. Son cas a été traité par le président de la République en direct quelques heures après l'événement, qui se prononçait lui-même en disant qu'un tel comportement était inacceptable. Pardon, mais encore une fois, sans même qu'on ait jamais vu le résultat d'une enquête et qu'on puisse avoir les indications sur la dangerosité du véhicule que conduisait et on le sait maintenant, cet individu, que le président de la République lui-même ait condamné ce policier, était, je crois, en effet, un message qui a contribué Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, que la police se réapproprie la violence légitime qui est sa mission initiale? D'abord, je pense qu'il faut rappeler une évidence. Aucun policier, aucun gendarme n'ouvre le feu de gaieté de cœur. Et pardon de le dire, mais la première chose à faire, c'est de mener le combat de manière déterminée contre tous ceux qui laissent entendre qu'il y aurait une confusion possible entre la force publique mise en œuvre par la police et la gendarmerie et la violence de ceux auxquels nous devrions tous assumer de mener le combat. Quand nous entendons un humoriste de Radio Nova, M. Barré, qui il y a quelques heures seulement expliquait que la police nationale, c'était, je le cite, Daesh avec la sécurité de l'emploi. Quand on entend une phrase comme ça, on se dit que le combat, il est là. Le combat culturel, le combat idéologique, le combat contre tous ceux qui voudraient nous faire croire que la force publique est criminelle. La force publique, c'est ce qui garantit la sécurité des Français. Et que M. Barré puisse dire cela dans une indifférence quasi générale, moi je pense, mais au lendemain de l'anniversaire du 13 novembre, moi je pense à tous les policiers, tous les gendarmes de France. Et je pense à toutes leurs épouses et tous leurs époux, tous ceux qui aujourd'hui voient partir parfois avec angoisse leur compagne ou leur compagnon dans les forces de l'ordre en sachant qu'ils risquent leur vie et qui entendent aujourd'hui ceux qui portent les couleurs du pays et qui garantissent la sécurité des Français au risque de leur engagement être traités comme Daesh, mais pardon de le dire, mais c'est absolument insupportable. Et on a connu des polémiques médiatiques massives pour bien moins que ça. Aujourd'hui, c'est toute la France
qui devrait dire sa révolte devant des propos qui sont d'une telle ignominie. Oui, je voudrais qu'on avance sur les élections municipales. Écoutez, quelqu'un qui vous drague de plus en plus, c'est Jordan Bardella. Qu'il y ait évidemment dans le cadre d'un second tour, si nous arrivons très largement en tête des premiers tours, une dynamique de rassemblement. Et moi je pense que pour gagner, il faut faire l'union, il faut faire le rassemblement, il faut la coalition la plus large possible. Donc s'il y a évidemment des patriotes sincères chez LR au niveau local, et il y en a, je leur tends évidemment la main. Bon, vous dites non, c'est hors de question. Pour gagner, ne faudra-t-il pas une alliance, notamment avec le Rassemblement national, dans certaines villes? Mais qu'on veuille bien nous pardonner d'assumer de présenter des candidats sous nos couleurs. Les Républicains existent, ils représentent une force politique déterminante dans le pays, et notamment précisément sur le sujet des élections municipales. Le Rassemblement national, et je comprends qu'il puisse y avoir un intérêt de ce point de vue-là du président de cette formation politique, le Rassemblement national a, je crois, entre 10 et 15 maires en France. Les Républicains ont plusieurs milliers de maires et ils sont la première force politique du pays en nombre d'élus locaux. Vous voulez dire qu'ils ont plus à y gagner là-dedans? Ça, c'est un constat factuel. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que notre devoir, et je n'ai jamais changé de ligne, et je le dis sans aucune animosité à l'égard de personne, mais notre devoir, c'est de reconstruire une famille politique de droite qui assume la cohérence de cette vision politique qui, aujourd'hui, de toute évidence, quand on regarde les débats à l'Assemblée, pourquoi vous parce parlez que de cette famille, elle a reconstruire? traversé une crise profonde, comme notre vie démocratique dans son ensemble. Et donc oui, aujourd'hui, on a besoin de reconstruire cette proposition politique dans les 2 ans qui viennent, pour pouvoir faire en sorte que la cohérence de cette vision, qui n'est portée par personne d'autre, soit assumée devant les Français, en particulier au moment du grand choix que sera l'élection présidentielle. Et pardon de le dire, mais je ne vois pas d'autres familles politiques qui portent la clarté, la cohérence d'une vision politique de droite pour répondre à une gauche qui s'assume, on le disait à l'instant, et qui assume sa radicalité. Il faut une droite qui assume sa cohérence, sa clarté, sa constance et sa fidélité. Et les élections municipales seront une étape absolument déterminante dans ce chemin vers 2027. Mais est-ce qu'à tout le moins, dans ce climat où effectivement la droite cherche à reconquérir le pouvoir et puis où le Rassemblement national a une assise politique assez indiscutable, est-ce qu'il faut songer à des accords de second tour dans certaines élections avec ce parti politique-là, plutôt que de regarder, comme hier, vers la majorité présidentielle ou le centre? Et comment vous avez observé le rendez-vous qui a eu lieu cette semaine entre Laurent Wauquiez et Éric Zemmour, qui, dans le cadre de l'élection présidentielle, songe à une primaire allant de Sarah Knafo jusqu'à Gérald Darmanin? Est-ce que c'est une initiative que vous trouvez intéressante ou pas? Mais moi, sur la question des seconds tours, j'ai toujours été très clair. Et Bruno Retailleau l'a été aussi dans cette élection législative partielle dans le Tarn-et-Garonne. Il a très clairement indiqué que lorsque nous ne sommes pas représentés au second tour, la règle qui doit nous guider, c'est pas une voix pour la gauche. Et je pense que les Français savent aujourd'hui que cette gauche qui s'est alliée, alors là pour le coup sans aucun complexe avec l'extrême gauche, les socialistes qui se sont mis dans la main de LFI jouent le même jeu d'une radicalisation de gauche qui est extrêmement dangereuse pour le pays, et c'est cela qu'il nous faut combattre. Mais donc entre un candidat RN et un candidat socialiste, vous choisissez le candidat RN. Mais Bruno Retailleau l'a dit pour l'élection législative dans le Tarn-et-Garonne. Moi j'ai toujours dit la même chose. Vous l'aviez dit, mais vous aviez rétropédalé il y a un an. J'ai jamais rétropédalé. Moi, vous savez, en 2024, vous étiez revenu un petit peu après, vous aviez dit j'assume complètement cette position, mais l'an dernier, enfin en juin 2024, quand la question s'était posée, c'était vous aviez. Non, ça m'a été d'ailleurs beaucoup reproché. Ça vous avez été reproché justement. Oui, mais j'ai jamais rétropédalé. J'ai toujours assumé. Mais encore une fois, je me permets de vous indiquer que concernant les élections municipales, le premier tour n'a pas eu lieu et il est même dans plusieurs mois. Et donc, si la question du deuxième tour se pose, elle se posera après le premier tour. Pour nous, la première question, c'est de garantir que nous serons présents au premier tour, et nous faisons ce travail-là aujourd'hui pour que nos candidats partout en France puissent porter une perspective d'alternance. Et je reviens sur ce que je disais à l'instant, le parti qui a une assise indiscutable aux élections municipales, ça n'est pas le Rassemblement national, ce sont les Républicains. C'est la droite aujourd'hui qui est en mesure de faire basculer beaucoup de villes que la gauche avait conquises. C'est pas le Rassemblement national qui va faire basculer Lyon, Strasbourg, Bordeaux. Dans ce cas-là, est-ce que vous demandez au Rassemblement national de s'effacer dans des seconds tours où ils empêcheraient la droite de gagner, et il faut bien que vous leur apportiez quelque chose en échange? Vous leur poserez la question, c'est vous qui êtes journaliste. Mais moi, ce que j'observe, c'est que quand on pose la question à Marine Le Pen, quand on lui demande de choisir, parce que la question lui a été posée chez vos confrères d'une autre télévision, est-ce que si vous deviez choisir entre Olivier Faure et Bruno Retailleau, quelle serait votre préférence? Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas choisir, parce qu'elle voit
son propre parti comme étant à équidistance de M. Retailleau et de M. Faure. Mais en l'occurrence, là, on parlait de Jordan Bardella. C'est pas nous qui sommes sujets à quelque incohérence. Est-ce que vous trouvez ces derniers temps, effectivement, Jordan Bardella plus magnanime? Parce qu'on l'a vu chez Apolline de Malherbe, ça a commencé comme ça il y a un mois maintenant, je dirais, voilà, utilisé pour un peu pour la première fois les mots rassemblement, les mots union, les mots de reconnaître qu'ils ne pourront pas gagner seuls. Vous pensez que cette démarche est sincère en ce moment ou elle est juste tactique? Moi, je ne suis pas commentateur des débats internes au Rassemblement national. À la fin, cette formation politique a une ligne, elle aura une ligne. Ça m'est d'ailleurs, comment dire, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Non, mais vous connaissez bien Jordan Bardella qui est député européen comme vous, et est-ce que voilà, vous avez voté sa motion de censure d'ailleurs. De ce que vous savez de lui, est-ce que vous pensez que vraiment c'est quelqu'un qui peut-être demain va plus favoriser ces accords que je ne suis d'autres dirigeants? Je ne suis pas commentateur du Rassemblement national. Jordan Bardella et Marine Le Pen feront les choix qu'ils estiment devoir faire. Et ce que je sais, pour ma part, la seule chose que je vois, c'est que finalement, la ligne n'a pas changé, puisque Marine Le Pen dit aujourd'hui sur l'éventualité d'un duel entre Olivier Faure et Bruno Retailleau la même chose qu'elle avait dit sur le duel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et rappelons qu'à ce moment-là, Marine Le Pen avait fait clairement élire François Hollande, qui lui devait sa victoire. De même que dans des débats qui sont très récents, quand j'entends M. Tanguy expliquer que le Rassemblement national est fier de tenir les promesses du Parti socialiste, quand je vois que le Rassemblement national a voté et que c'est son vote qui a permis à M. Ferrand, ancien socialiste et macroniste, d'être élu à la tête du Conseil constitutionnel, nous y étions opposés. Donc voilà, chacun assume encore une fois la cohérence de sa vie. Ce qui compte pour moi, c'est de défendre la ligne que nous devons porter devant les Français. Et moi, je suis pardon d'insister sur la primaire, parce que comme on n'a pas, vous n'avez pas répondu sur la primaire, sur le rendez-vous entre Laurent Wauquiez et Éric Zemmour, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé. Donc est-ce que vous pensez que comme certains, il faut une primaire qui va de Sarah Knafo jusqu'à Gérald Darmanin avec les LR au milieu? Nous, on a lancé un travail interne chez les Républicains pour préparer la sélection de notre candidat à l'élection présidentielle. Et Bruno Retailleau a fait, et avec lui comme vice-président du parti, j'ai accompagné ce travail-là, qui était notre grand engagement de campagne, de rendre aux adhérents la décision sur ce point. Donc, si vous voulez pouvoir choisir qui sera le candidat de LR à la prochaine élection présidentielle, adhérer aux Républicains, c'est la meilleure manière de pouvoir déterminer qui sera le candidat de la droite. Sur la question de la primaire, la seule question qui se pose, c'est que quand vous organisez une primaire, le principe même d'une primaire, c'est que celui qui perd s'engage à soutenir celui qui gagne. Donc, la question qui est posée, en fait, moi j'entends très bien ce que dit Laurent Wauquiez, et je comprends évidemment la question qui est posée aujourd'hui. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe un monde dans lequel, au premier tour de l'élection présidentielle, Sarah Knafo soutiendrait Gérald Darmanin, ou Gérald Darmanin soutiendrait Sarah Knafo? C'est ça la question qui est posée. Et moi, encore une fois, je me borne à dire que notre devoir, ça n'est pas de spéculer sur les intentions des uns et des autres, mais c'est de reconstruire une proposition politique tellement claire, forte, consistante et crédible qu'elle suscitera derrière elle une dynamique. Et je suis convaincu que c'est possible. Parce que ce que je vois au Parlement européen, vous parliez du Parlement européen, mais ce que je vois en Europe aujourd'hui, quand j'ai été élu en 2019 pour la première fois, il y avait 7 gouvernements de notre famille politique en Europe sur 28. Aujourd'hui, il y en a 15 sur 27. La formation qui gagne partout en Europe aujourd'hui, ça n'est pas celle des alliés de M. Macron, ça n'est pas celle des alliés de M. Faure, ça n'est pas celle des alliés de Mme Le Pen. La formation qui gagne partout en Europe aujourd'hui, c'est celle d'une droite de gouvernement qui assume de s'être reconstruite pour porter avec crédibilité l'alternance dont tous les pays européens ont besoin et dont la France a plus besoin que jamais. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité